Elle me dit que je ne peux pas le dire. Si je le dis, je fais ma carrière. Je ne veux pas me fâcher avec mes collègues. Donc il y a un vrai problème aussi, interne à la recherche. Bonjour, je suis Mathieu Lemaître, je viens de Toulouse et par hasard je trouvais cette conférence et ça m'a intéressé. Je suis à la base chirurgien dentiste, donc je suis lauréat de la faculté de Toulouse, médaille d'or, j'ai un prix national de thèse, j'ai fait ma thèse de sciences qui est en cours d'écriture. J'ai monté 2 startups, j'en ai un troisième qui est incubé, Paul Sabatier, donc je connais un peu les laboratoires. Et par exemple, vous faites un appel à l'ENR. Vous dites, on va avoir 600 000 € de budget pour ce projet-là. Mais il n'y a pas 600 000 € de budget pour ce projet. Et la moitié, c'est votre fonds de roulement de votre laboratoire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on peut dire que vous ne financez pas la recherche. Vous financez les structures de recherche. Ensuite, il y a l'organisation. C'est-à-dire qu'il faut faire un état des lieux site par site. Vous avez des sites où vous pouvez la valoriser, la recherche. Il y a énormément de potentiel. Mais si vous n'avez pas une démarche de lever des obstacles organisationnels et financiers, de la flexibilité financière, en fait, vous avez un directeur de recherche de laboratoire. Vous lui faites confiance au niveau national. C'est quelqu'un qui écrit des papiers. Pourquoi aller faire chier les gens pour leur dire « Ah, il faut que ce soit comme ça ». Un exemple, à l'université, quand il vous reste de l'argent dans vos comptes, vous voulez l'investir, vous ne pouvez pas, vous le perdez cet argent. Une année après l'autre, le budget, il s'éclate. Un autre exemple, les techniciens, les assistants ingénieurs que vous formez, ils ont un contrat de 4 ans maximum avec le public. Et CNRS, INSERM et établissements français qui sont compris. Ces gens-là, mais attendez, vous la valorisez la recherche, mais vous la valorisez pour le privé. À Toulouse, Evotech, et dès qu'un contrat est fini, il prend le technicien, il est formé par le service public. Et vous repartez dans le service public, vous reformez un technicien, vous refaites des réunionites, parce que la réunionite, alors, avec les HCERS, actuellement, on est tous en réunionnite. Enfin, moi non, parce que j'ai dit au revoir. Mais c'est tout un tas de trucs comme ça. Il faut tout poser sur la table. On a tout, quoi. Il y a tout. Il y a des machines. Un truc tout bête. Un étudiant, il a une idée dans un laboratoire public. Il veut utiliser les machines pour sa start-up. Il a posé machin. Combien de temps il va lui falloir pour avoir l'autorisation d'on ne sait pas qui, et on ne sait pas qui va s'en mêler même. On ne sait même pas qui écrire. Donc tout un tas de trucs comme ça. Et puis, on oublie l'hôpital, la transversalité. Enfin, donc il faut... Mais il y a du potentiel. Hein. On est optimiste, ça c'est sûr et certain. Le changement de paradigme a été énoncé dans l'intitulé. Mais c'est vraiment ça, il y a un changement de paradigme. Mais il faut bien l'identifier. Il faut vraiment l'identifier. Et quand on dit que le monde devient numérique, oui, en fait, il devient logiciel. C'est-à-dire que c'est ce que je répète assez souvent ça, mais un professeur d'immunologie il y a 30 ans, il manipulait des techniques d'immunologie. Aujourd'hui, un thésard en immunologie, il manipule des modèles cellulaires, des modèles animaux, de la génétique, probablement des modèles informatiques. Donc, il a plusieurs casquettes. Il manipule des techniques mieux que les autres, et vous pourrez lui donner n'importe quelle mission après. C'est pour ça qu'on est bon en France. Hein. C'est pour ça que... Parce qu'en fait, dans un laboratoire, on se démerde, on manipule des techniques, on nous met un sujet, on a tout fait. Donc il y a du potentiel. Ensuite, valorisation de la recherche, oui, française. C'est la France, ça doit revenir à la France. Donc voilà. Moi, en tout cas, je défends la recherche française, même si des fois ça ne fait pas plaisir à entendre, et j'y crois fort. Voilà. Merci. Pour rebondir donc sur le côté budget, alors c'est vrai que le budget actuel pour la recherche est de 49,8 milliards, a été voté pour 2019 550 millions de plus, dont 30 millions qui va être alloués pour la recherche proprement dite de l'ANR. Est-ce que vous pensez que cette ligne budgétaire est suffisante ou pas ? La parole, ce ne sera pas une réponse sur la ligne budgétaire. Juste des réflexions. Pardon, je vais me présenter. Laurent Machelin, donc, je suis dirigeant de RD2 Conseil, qui est un cabinet
recrutement spécialisé sur les docteurs. Ce qui me donne l'opportunité de discuter avec des entreprises et des docteurs en recherche d'emploi, parfois en difficulté dans leur recherche d'emploi. Je reviens sur la question du départ, sur les 30% des docteurs qui partent à l'étranger. Personnellement, je trouve que c'est une question un peu biaisée. Enfin, c'est plutôt une chance d'avoir des docteurs qui partent à l'étranger. À partir du moment où on accueille des docteurs étrangers en France, et à partir du moment où on peut aussi, quand ils sont partis, revenir. J'ai des exemples de docteurs qui étaient en recherche d'emploi, qui avaient fait une partie de leur carrière aux États-Unis, et où le retour en France, c'était la pire des galères pour eux. Autant ils pouvaient être reconnus à l'étranger, autant revenir alors qu'ils étaient finalement oubliés au niveau du cursus académique ou au niveau des entreprises, c'était très difficile. Donc ça, c'était déjà un premier constat. L'autre constat, c'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui de docteurs, enfin, vous le disiez tout à l'heure, quasiment 40% de doctorants qui sont étrangers. Il y a aussi une vraie difficulté d'intégrer ces doctorants qui ont suivi tout leur cursus, ou une grande partie de leur cursus en France, qui ont fait leur thèse en France, qui ont trouvé les financements et qui, une fois qu'ils sont diplômés, auront des difficultés soit dans les qualifications, soit même pour intégrer des entreprises françaises. Donc ça change petit à petit. Il y a le passeport talent qui s'est fait, il y a le visa French Tech qui s'est fait, mais aujourd'hui pour les entreprises, c'est encore une grande difficulté de pouvoir recruter des doctorants étrangers qui voudraient venir s'installer en France. Et dernier point, c'est sur le budget. On se rend compte que finalement, il y a beaucoup de problèmes qui sont une question de budget. Là, on parle d'un budget de l'État. 49 milliards, ça représente quand même pas mal de choses. Après, je pense qu'on pourrait peut-être aller plus loin. Je pense qu'à l'étranger, il y a ces fameux partenariats public-privé où finalement, les organismes étrangers font de la recherche de financement auprès des entreprises qui seront donateurs, qui vont contribuer. Et ça, j'ai l'impression qu'en France, c'est aussi peut-être ça qui manque, d'avoir cette recherche de fonds pour contribuer. Alors après, ça créerait les liens entre l'entreprise et l'académique, entre le public et le privé. Dans la poursuite de carrière chez Génération PhD, on voyait que voilà, il y avait ceux qui se destinaient à être enseignants-chercheurs, ceux qui se destinaient à être dans le privé. On n'a pas parlé finalement des allers-retours qui pourraient exister, qui n'existent peut-être pas aujourd'hui. Et finalement, c'est peut-être dans la mentalité entre un côté et l'autre, entre la force obscure et puis l'académique, où il faudrait peut-être changer les mentalités et faire en sorte qu'ils se parlent et peut-être qu'il y ait des financements un peu plus significatifs pour que les doctorants puissent être mieux payés, les docteurs puissent être mieux payés, qu'ils aient plus de moyens, et finalement de garder ceux qui veulent rester en France et puis d'attirer ceux qui sont à l'étranger également. C'est mon avis. Merci. Rebonjour. Alors moi justement j'avais une remarque par rapport à qu'est-ce qui fait que finalement les universités étrangères ont beaucoup plus de moyens que nous pour financer des thèses, ce qu'on peut observer empiriquement. C'est pas dû à un budget annuel en fait, c'est dû au fait que les universités anglo-saxonnes sont construites historiquement sur des grandes fortunes liées à du mécénat notamment, et que finalement en fait leur financement est quasiment basé sur l'épuisement de leur énorme fortune, d'un capital économique qu'ils ont accumulé durant le 19e siècle et une partie du 20e siècle. Donc finalement, en fait, la question du financement de la recherche, malheureusement, ça ne se transmet pas que dans un budget annuel. C'est des fonds qui sont donnés à des universités qui doivent être de l'investissement public et qui, notamment, on peut passer par la Banque européenne d'investissement, on peut passer par la création monétaire, par la BCE. Il y a plein de mécaniques qui existent pour ça, mais il faut arrêter de penser que le financement à l'année est la seule solution pour financer les universités. Ça doit être de la création monétaire, ça peut être de l'investissement public via les structures européennes par exemple. Sur le partenariat public-privé, je trouve ça très intéressant, mais il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est le financement de la recherche fondamentale. C'est-à-dire que est-ce qu'une entreprise a toujours intérêt à ce qu'un thésard fasse une thèse, notamment, je ne sais pas, dans une notion abstraite en mathématiques, dans une notion abstraite en études de genre, par exemple. Est-ce qu'il y a
Est-ce qu'il y a une hiérarchisation des savoirs entre ceux qui peuvent être valorisables sur le marché et ceux qui ont des applications très lointaines? Est-ce qu'on aurait financé les travaux de Fourier, par exemple? Est-ce qu'une entreprise aurait financé les travaux de Fourier? Je ne pense pas. Donc finalement, il faut faire attention avec ces partenaires publics-privés, et je pense qu'il faut... c'est contourner le problème que de dire que le privé peut financer et qu'il faut accepter que la recherche publique soit financée en majorité par l'État, par des grands investissements pour rattraper notre retard sur les universités anglo-saxonnes. Bonjour, Antoine Maire, je suis chercheur en sciences sociales et je travaille dans une agence de recherche privée qui s'appelle Conseiller Recherche, et c'est un peu pour rebondir sur tout ce qui a été dit. Bon, il me semble que l'opposition financement public, financement privé, elle n'est pas si nette que ça, et qu'il y a sans doute énormément à aller chercher aussi du côté des financements privés à travers tout ce qui est dispositifs de recherche partenariale qui sont plutôt bien développés, on va dire, en sciences entre guillemets dures, mais du côté des sciences sociales, il y a aussi énormément de choses à faire, de financement à aller chercher. Et il y a un exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est quand on voit le montant des sommes qui sont allouées à des cabinets de conseil, entre guillemets, qui produisent un peu du savoir ou des études, mais qui ne sont pas de la recherche scientifique à proprement parler. Mais si on transférait une partie de ces budgets sur de la recherche, justement, et de la recherche en sciences sociales, ce qui nous concerne, il me semble qu'il y a pas mal de marge de manœuvre au niveau des financements à aller chercher de ce point de vue-là, et qu'il y a... alors, je conçois les difficultés que ça peut représenter sur les recherches fondamentales, etc., mais c'est pas une raison de se priver de cet apport-là. Et il me semble que c'est intéressant bon, pour les entreprises, parce que ça leur permet aussi de monter en compétences, d'avoir une approche scientifique, enfin d'avoir des résultats qui sont beaucoup plus intéressants pour elles, donc d'avoir une réflexivité un petit peu plus importante sur leur activité, mais aussi pour les sciences sociales, parce que ça leur permet d'avoir des nouveaux questionnements, d'aller défricher des terrains qui ne sont pas forcément ouverts, et donc il me semble qu'il y a tout intérêt à développer des dispositifs justement d'articulation et de création d'une pratique scientifique qui soit plus ouverte un peu. Donc, parce qu'on parle souvent de sciences ouvertes, c'est un thème qui est à la mode, mais souvent on se limite la pratique de la science ouverte aux seules ouverture des publications scientifiques, ouverture des données, et il y a aussi l'ouverture du processus scientifique en tant que tel, sans pour autant dévaloriser le métier de chercheur qui est une vraie compétence, mais il y a aussi un intérêt d'ouvrir le processus de recherche et d'aller chercher des idées ailleurs, d'aller chercher des financements ailleurs, et à mon avis ça crée beaucoup de richesse. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire monsieur, et concernant le budget, je ne pense pas que c'est pas parce qu'on va donner plus ou 2 fois plus ou 3 fois plus que ça ira mieux. Il faut connaître son écosystème, l'écosystème économique, et on est tous les partenaires, plus on est nombreux et diversifiés, c'est une question d'organisation sociale, l'entreprise, les institutionnels, les académiques, les start-up, tout ça, on a des compétences différentes et c'est ce qui apporte notre richesse. Et c'est pas parce qu'on va faire de la recherche fondamentale dans son coin qu'on va passer à côté de quelque chose. Même les entreprises, elles font aussi de la recherche fondamentale. Bien sûr, pour la recherche, les entreprises, elles vont faire plus de la recherche appliquée parce qu'elles ont besoin de créer des innovations qui vont aller sur le marché. Mais si elles ont si elles ont le temps et l'opportunité de l'argent, elles peuvent le faire aussi. Donc en fait, de mon point de vue, ce que je pense qui est important, c'est de travailler ensemble et connaître, essayer de créer du lien et travailler sur des sujets qui... On fait partie d'un tout, le monde avance aussi sans nous. La Chine, l'Inde, l'Afrique, tous les autres continents, ils avancent aussi. Donc la France, elle doit être pas dans... Enfin, je veux dire, un budget, il faut faire avec ce qu'on a et il faut faire le mieux qu'on peut, quoi. Je voudrais remonter sur ce qui a été dit par les 2 précédents orateurs. Là, actuellement, je suis dans une coopérative de chercheurs.
Donc ça, c'est un peu quelque chose dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, parce qu'on parle beaucoup de privé ici, start-up ou grandes entreprises, on parle aussi beaucoup du public. Mais là, on essaye de lancer un nouveau modèle, ça s'appelle Coopéthique, la coopérative. C'est une coopérative généraliste, mais il y a une branche recherche aussi. Et donc, on essaye de rassembler différents profils de chercheurs avec lesquels on veut donc monter. C'est en train de se monter, donc c'est pas encore, la forme n'est pas encore très claire. Mais l'idée, c'est de partager les savoirs, faire de l'interdisciplinarité tout en gardant chacun une expertise et travaillant dans ses projets personnels plus spécifiques avec des universités par exemple ou des laboratoires, mais aussi sur des projets de vulgarisation, communication scientifique, donc ça englobe un peu la partie dont vous avez parlé. Et en fait c'est un format très ouvert et toute nouvelle idée, créativité, aux intersections de la recherche pourrait émerger. Et si vous êtes intéressé, on peut en discuter plus. Pour rebondir sur tout ce que vous venez de dire, c'est vrai qu'apparemment il y a deux catégories de chercheurs, ceux qui restent, on va dire, dans un cadre universitaire. Ce qui serait bien, c'est qu'il y a aussi des chercheurs qui entreprennent un peu plus. Donc, qu'est-ce qui pourrait inciter les chercheurs à devenir des entrepreneurs ? Je ne vais pas répondre directement à la question, mais je vais peut-être poser des éléments de réponse. Bon, je pense qu'on est tous bien d'accord que innover et entreprendre, c'est quand même risqué. On n'est pas dans une culture européenne très versée dans ce type de valeurs. Ça, c'est la première chose. Ensuite, souvent, quand on rencontre des entrepreneurs, des innovateurs, ils nous disent « Oui, mais comment fait-on pour se financer ?» C'est la grosse question, c'est le sujet qu'on vient d'aborder juste avant. Alors aujourd'hui, c'est quand même pas évident de trouver des financements. Ceci dit, je pense que Madame Filol est bien placée pour expliquer certainement les dispositifs publics de financement. Bon, ils existent. J'ai assisté il n'y a pas très longtemps au sein d'un pôle de compétitivité à toute la batterie de financement possible. Là où le bas blesse, c'est que pour accéder à ces financements, j'ai eu un entretien personnalisé avec quelqu'un, on m'a expliqué que si je n'appartenais pas à un laboratoire public, j'étais quand même très très mal positionnée pour obtenir quoi que ce soit. Donc en fait, bon bah voilà, les budgets vont dans un sens et sont répartis dans un autre, et tant que l'entrepreneur potentiel se dit je ne peux pas y aller tant que j'ai pas de financement, ça tourne en rond, hein. On ne va pas avancer. Moi, ce que je dis souvent, parce que bon, alors, un parcours, c'est fait de plein d'éléments, donc moi, mon parcours est assez hybride, et j'ai aussi, parmi mes activités diverses, j'ai aussi été représentante de la France à l'IFIA. Alors l'IFIA, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais l'IFIA, c'est une ONG internationale qui est basée à Genève et qui promeut en fait l'invention et l'innovation dans le monde. On a beaucoup de chance, le président de cette ONG est très très dynamique et en fait il a réussi à créer des partenariats avec le CES de Las Vegas, à Shanghai, enfin dans le monde entier, donc bref, il est super, il avance. Et souvent, les gens, les inventeurs qui viennent nous voir et qui nous disent, enfin, qui sont dépositaires de brevets, hein, c'est des brevets tout à fait sérieux, ils ont parfois fait cela de façon indépendante, mais aussi en sortant d'entreprises privées ou bien en sortant de laboratoires publics. Et en fait, ils viennent nous voir et ils nous disent oui, mais nous, on veut des financements. Je leur dis oui, mais le plus important, c'est pas forcément d'avoir le financement là au démarrage. Le plus important, c'est d'avoir l'application de la recherche, de la découverte, de la nouvelle technologie, peu importe, ou de la nouvelle technique. C'est surtout de promouvoir, de valoriser, de communiquer sur cette première idée. Et ensuite, vous trouvez les partenaires et les financements. Mais le souci, et ça, on l'a pas vraiment abordé, c'est quelque part le fait qu'il y a une asynchronicité entre le temps de la recherche, l'appréhension d'un potentiel client, usage, marché, enfin, que sais-je. Et donc c'est ça qui est difficile à gérer. Et
Je pense que depuis des décennies, si la recherche a comment dire, été dans un... comment je m'exprimer de façon claire. Enfin bon, on sait que l'université, ça date du Moyen-Âge, hein, je pense que, je ne dis pas des bêtises, même avant. Il y a même eu des semblants d'université, même avant, mais bon, disons que ça date du Moyen-Âge. Le financement, il est quand même public d'origine. Alors vous évoquiez, par exemple, dans des pays anglo-saxons, des financements privés, mais en France aussi, on a quand même, par l'intermédiaire de la fiscalité, on a aussi une partie de financement privé. Je pense que c'est aussi pour ça que les entreprises ensuite veulent plus financer, au-delà des taxes qu'ils sont obligées de verser, bon, voilà, par le fait du système que l'on a aujourd'hui en France. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas le fil de ma pensée, en faisant des digressions. Et donc, oui, donc, du coup, c'est difficile de trouver des financements, ça c'est certain. Mais, comme vous le soulignez tout à l'heure, la diversité des financements peut aider, mais simplement, il faut quand même assouplir le système. Le seul dispositif, je crois, de la Commission européenne, c'est le FUI, si je ne dis pas de bêtises. Mais là, il faut quand même trouver une entreprise partenaire, industrielle, reconnue. Donc, il faut assouplir et proposer des mécanismes qui permettent d'avoir un patchwork de financement pour pouvoir valoriser, mais surtout valoriser les travaux de recherche. Je pense qu'on l'a évoqué quand vous avez présenté vos résultats, Génération PhD, et enfin, moi c'est ce que je dis aussi aux inventeurs, aux innovateurs, c'est qu'à partir du moment où vous allez parler de votre idée, déjà vous la faites connaître, il faut la faire comprendre aussi, ça c'est très important, et à partir de ce moment-là, effectivement, vous allez trouver plus facilement des partenaires. Et puis vous protégez aussi l'idée quelque part, parce que nous on a de la chance, entre guillemets, parfois quand on est docteur, on a quand même le dépôt d'une thèse à l'université, mais ça ne vous protège pas du tout de l'exploitation de cette thèse potentiellement. Donc c'est les travaux ensuite que vous allez faire, l'expérience professionnelle que vous allez avoir, qui va, entre guillemets, protéger vos travaux réalisés. Voilà. Rebonsoir. Pour faire d'un chercheur un entrepreneur, je pense que le plus compliqué, c'est changer le mindset, une vraie révolution culturelle personnelle. Une start-up, une entreprise créée, elle peut vivre que si vous avez un marché, s'il y a du cash qui va rentrer. Le financement de la recherche, ça sera la cerise sur le gâteau si vous voulez accélérer. Donc si on part en disant pour faire des chercheurs qui passent entrepreneurs, il faut financer leur recherche de leur boîte au départ, non. La première chose, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à acheter le produit? Et une fois que vous avez acheté le produit, vous pouvez dire je vais peut-être lever des fonds et je vais peut-être bénéficier du CIR, de financement d'un labo, etc. Mais prendre un labo, le mettre dans une société, puis se dire est-ce que je vais trouver mon marché, ça va être très très difficile. Moi j'accompagne plein de startups, j'en ai créé une, je suis avec le SRTT, et là, on vient me voir parce que je suis tech guy. Mais la première chose que je dis, c'est ok, bon, t'as quoi comme financement devant toi? 24 mois de chômage? Très bien, si dans 12 mois tu sais pas vendre, t'es mort. Donc le change of mindset, c'est plus difficile à obtenir. C'est avec 5 ans de recherche publique, vous êtes presque foutu, entre guillemets. Il faut vraiment un gros programme pour arriver de l'autre côté. Moi, il m'a fallu pratiquement plus de 10 ans. Donc je pense qu'il y a ce qu'il y a besoin, c'est un vrai accompagnement là-dessus. Et une des raisons pour laquelle j'ai un projet de consulting pour les anciens des ENS, c'est pour aider à faire ça en disant, avec les anciens qui ont déjà fait ce chemin, qui parfois ont mis 10 ou 20 ans, d'aider les autres à le faire en 3-4 ans. Voilà. Mais voilà, un entrepreneur, ça ne peut pas dire je vais financer ma boîte sur le financement public pour d'ailleurs aider. Enfin ça c'est bien au début, mais dans ce cas vous restez dans le labo, une fois que vous avez votre idée, c'est bon maintenant est-ce que je peux la vendre, et une fois que je peux la vendre, à ce moment-là je peux aller chercher tous les financements. C'est pourquoi vous voulez faire des chercheurs, des entrepreneurs? Et de voir toutes ces compétences partir à l'étranger, même si je sais qu'en termes d'expérience, je suis la première à être partie moi-même travailler à l'étranger sur des domaines un peu particuliers, c'est un peu dommage de voir ces brevets, surtout partir à l'étranger. Je ne parle pas de la personne en elle-même, mais le savoir-faire, à partir du moment où il s'exporte,
forcément ce que vous allez découvrir à l'étranger n'appartiendra pas à la France, mais le pays qui va vous accueillir. Donc pourquoi partir? Pourquoi faire en sorte que toute cette richesse elle parte ailleurs, alors qu'on pourrait le faire en France? Un chercheur reste un homme qui a soif de découvrir. Un entrepreneur, c'est la même chose. Ce sont deux pionniers. Et à partir du moment où on a l'âme du pionnier, ben, il faut aussi transformer cette capacité de créer en richesse. Donc je pense qu'un chercheur peut être un entrepreneur. Il faut juste avoir le courage, je pense, de passer de l'autre côté de la barrière. Mais comme disait monsieur, c'est un état d'esprit. Je pense que la nouvelle génération l'a sans doute, et c'est l'avenir qui nous le dira. J'aimerais rebondir justement sur ce qui vient d'être dit à l'instant. Est-ce que, voilà, ça revient à la question précédente, est-ce que finalement tous les chercheurs ont vocation à faire de l'entrepreneuriat? C'est aussi ça la question que je me pose, et je ne pense pas. Et c'est pour ça qu'en fait, tout à l'heure, j'avertissais un peu sur des dangers pour la recherche fondamentale de généraliser les financements privés. C'est que c'est très bien de généraliser les financements privés quand finalement les activités sont compatibles, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ce que je disais, c'est juste qu'il fallait faire attention à prendre bien en compte la problématique de la recherche fondamentale pour pas qu'il y ait un glissement du positionnement de la recherche française vers quelque chose de totalement appliqué. Sur des projets qui sont appliqués et applicables. Ce qui me semble important aussi, c'est de prendre conscience que les chercheurs, justement, ils sont teignés, c'est qu'il y a beaucoup d'administratifs, beaucoup d'autres choses que finalement de l'activité de recherche. Il y a beaucoup de choses auxiliaires à l'activité de recherche qui détournent le chercheur de son activité principale, de ce pourquoi il travaille, de ce pourquoi il a fait sa thèse et de ce qui l'intéresse. Donc à un moment, si jamais on veut vraiment développer des partenariats avec des entrepreneurs, c'est quelque chose qui demande du temps, c'est quelque chose qui demande de l'investissement. Alors est-ce que ce ne serait pas possible dans le laboratoire de créer des postes finalement de gens dont le rôle est de finalement faire de l'interculturel entre l'entrepreneur et le chercheur, dont le rôle serait de démarcher dans des écoles de commerce, dans des écoles d'ingénieurs, dans des structures, dans un incubateur, des startups qui disent, où finalement ils disent « Ah tiens, ça ressemble à ce qu'on fait dans mon labo. Est-ce que ça t'intéresserait pas de venir un peu discuter avec nos chercheurs ?» Et voilà, des gens dont ça serait le temps plein de créer de la connexion entre les entrepreneurs et les chercheurs. Ça me semble essentiel parce que sinon personne n'osera faire le pas parce que c'est deux cultures qui sont totalement différentes. Ce que vous dites, c'est ce que fait OKDoc, déjà à la base, d'une chose. C'est vrai, ce qui manque en fait, de manière générale en France, ce sont ce que j'aime bien appeler des bilingues. Il n'y a pas que dans la recherche que vous avez ce type de problématique. Quel que soit le secteur économique, on se retrouve confronté au même type de problème. Que ce soit par exemple des collectivités vis-à-vis des entreprises, des chercheurs vis-à-vis des entreprises. Il vous faut des gens, en fin de compte, de ce que j'entends, qui seraient en fin de compte des personnes qui fassent le lien et qui parlent les deux langues. Parce que c'est vrai que c'est pas évident pour une entreprise de comprendre votre problématique qui est le temps. Et forcément, une entreprise, le temps aussi est un problème, puisque quand on investit 1 €, on tient à ce que demain matin, on obtient les 2 € investis, pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, c'est vraiment du court terme, surtout sur l'investissement de recherche, on va dire dans la technologie. Et vous, votre problématique, c'est que vous avez besoin de temps. Donc une entreprise, le temps est très court, vous, le temps est très long. Et je pense qu'il va falloir créer une branche spécifique au sein des universités comme au sein des entreprises, qui serait une personne effectivement qui servirait d'intermédiaire et qui sache parler les deux langues. Et là, je pense qu'effectivement, on pourrait faire avancer un peu plus les choses, parce que votre problématique est le temps, plus que l'argent, en fin de compte. Et pour rebondir justement, quels seraient les dispositifs que les chefs d'entreprise pourraient mettre en place pour séduire les chercheurs à venir travailler dans les entreprises? Alors, je voudrais... Oui, donc je voudrais juste rebondir sur un peu plein de questions, et je suis tout à fait d'accord avec mon camarade à côté. Donc, maître de conférence en psychologie sociale, je trouve que les questions sont très orientées, parce que, en fait, là, la question de dire il faut que les chercheurs deviennent entrepreneurs, plein de chercheurs font cet effort, peut-être que pas assez, mais la recherche, comme le disait ce camarade,
En fait, la recherche, elle est là pour... la recherche fondamentale, il ne faut pas l'oublier, on est en train d'essayer d'accumuler des connaissances. Ces connaissances, effectivement, à un moment donné, elles doivent servir à la société, c'est clair. Mais si toutes les recherches sont orientées dès le départ dans les financements, il y a plein de sujets qui ne vont pas être étudiés. Donc vous avez dit au début, la recherche c'est l'avenir, mais c'est l'avenir parce qu'on doit se comprendre, on doit comprendre comment on fonctionne, comment la planète fonctionne. Et de ça va sortir en fait des connaissances qui vont avoir une fonction appliquée. Mais il ne faut pas mélanger tout ça. Les fonctionnements privés, les chercheurs, les maîtres de conférences vont les chercher. Mais quand vous avez une thématique dans laquelle vous êtes spécialisé, bien sûr vous allez chercher des cibles. Vous ne trouvez pas toujours des financements privés, des fondations qui vont aller financer votre projet. On passe énormément de temps à le faire. Moi je passe énormément de temps à faire ça. De l'administratif aussi, parce qu'il nous manque les supports. Les cellules dont vous êtes en train de parler, elles existent plus ou moins à l'université, mais elles sont un peu inefficaces en fait. En fait, sur le papier, on a des personnes qui sont là pour nous aider à faire des financements, pour faire des liens sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils font dans les faits? Rien. Ils nous aident à peine parce qu'ils ne connaissent pas pour de vrai nos fonctions, parce qu'ils ne sont pas suffisants, parce que peut-être qu'ils ne sont pas assez formés. Donc oui, ces personnes sont essentielles, mais il nous manque aussi énormément d'administratifs. Tellement d'administratifs qu'à un moment donné, c'est nous qui prenons ces fonctions-là. Mais pour moi, la solution, c'est pas de dire que la recherche doit venir des entrepreneurs. Oui, il faut qu'il y ait un peu de ça, il faut qu'il y ait de l'application sur le terrain. C'est une piste pour quand on a des recherches qui ont été... Quand on a mené un projet de recherche et qu'on a des connaissances fondamentales qu'on maîtrise, oui, à un moment donné, on peut donner ça à la société. Mais ce temps dont vous êtes en train de parler, il faut le garder. Et c'est certainement pas juste en multipliant en fait, les postes de recherche entrepreneuriale, ça va marcher. Donc, j'ai l'impression ici qu'on tourne autour d'un truc. Je vous passe le micro. Et je comprends pas où est-ce que vous voulez aller là, ça me... Voilà. Et donc voilà, et donc, tout ce qu'il a dit, en fait, vraiment, j'adore. Alors, moi, je voulais dire que je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit à l'instant par les deux personnes précédentes. Et en fait, ce serait intéressant de discuter un peu sur qu'est-ce qu'on entend par valorisation. Parce qu'il y a la recherche fondamentale qui peut être très, très utile et très, dans le sens large de l'utilité pour la société. Et donc, il y a d'un côté le bien commun et le bien pour les entreprises qui est de générer du capital. Donc, à un moment, il faudrait un peu qu'on pose vraiment la question, qu'est-ce qu'on entend par valorisation? Parce que la recherche fondamentale, elle est comment dire, elle a une très grande valeur, mais on ne peut pas la monétiser. Justement, vous parlez de valorisation. On peut continuer sur le thème de la valorisation avec une dernière question. Et l'idée, c'est vraiment que vous donniez des propositions. C'est comment on diffuse justement les valeurs de la recherche dans la société. Aujourd'hui, on est abreuvé de fake news scientifiques, notamment sur le changement climatique. Il y a tout un tas de gens aujourd'hui qui le remettent en cause. Est-ce que les chercheurs ont leur place dans ce débat justement pour casser ces bulles informationnelles? Est-ce que, voilà, c'est une question très large. Et quelle est la place du chercheur dans... Elle a toute sa place. Les chercheurs, les académiques, on a besoin d'eux justement pour les mettre... leur expertise est essentielle pour la place de la science. Par exemple, vous avez des chaînes au Royaume-Uni qui font de la médiatisation d'experts en recherche qui parlent de sujets même brûlants. C'est un débat public. On met la science dans la société et ça manque énormément en France. C'est un peu notre talon d'Achille et on a besoin de travailler dessus. Moi j'adorais l'émission C'est pas sorcier. Il y a quelque chose de similaire sur YouTube, mais je trouve qu'il y a pas, il y a E égale M6 aussi, et je pense qu'il faut faire plus, il faudrait faire une chaîne pour les sciences. Les jeunes, ils ont besoin de ça, et c'est une richesse. Je pense que ça, c'est un peu aussi la mission du service public, de vous à moi. Et peut-être aussi sur la valorisation dans l'appareil d'État lui-même. Je serais curieux de savoir comment sont pris en compte les résultats scientifiques dans l'élaboration des politiques publiques. Parce que je crois de mémoire, ça date un peu, mais parce que Chevènement était ministre, il avait imposé des conseillers scientifiques dans les cabinets des ministres, je crois. Et je crois que ce genre de truc a disparu, mais enfin bon, c'est intéressant de voir aussi si l'État, en
tant que tel utilise les résultats produits dans la science pour des trucs à creuser tout ça. Sur notre gouvernement, je ne m'avancerai pas. Ouais. Mais par contre, pour rebondir sur ce que Madame a dit sur la valorisation, de manière générale, tous les travaux que vous pouvez faire sont valorisés. Nous, on le voit au niveau des entreprises, quand vous faites par exemple des recherches sur le comportement, on va dire, des hommes et des femmes en société, sur l'avenir de l'enfant dans le futur, etc. Tous ces éléments, même si on n'en parle pas publiquement, on s'en sert continuellement. Quand on met en place une stratégie pour un produit, que ce soit au niveau marketing, que ce soit même par exemple sur le digital, la manipulation qu'on peut avoir sur, par exemple, sur la génération actuelle, ne serait-ce qu'à travers les réseaux sociaux, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait actuellement s'il n'y avait pas toutes ces recherches. Et la valorisation, elle se fait à travers justement les outils que nous utilisons grâce à vos travaux. On ne peut pas avancer sans ça. Donc la valorisation, elle se fait à travers ce que nous faisons, même si vous vous en apercevez pas. Alors c'est vrai que c'est pas très, comment dire, c'est injuste puisque vous n'avez pas le retour de ce que vous faites, et c'est vrai que les entreprises devraient investir un peu plus, mais ce serait bien aussi que vous, de votre côté, vous ayez des porte-paroles qui viennent auprès des entreprises, qui expliquent la valeur ajoutée de vos travaux. Parce que quand on s'approprie une thèse, qu'on la lit, qu'on la décortique, et qu'on se dit, c'est pas si bête que ça, on va s'en servir pour ça, ça, ça et ça, vous n'avez pas ce retour, malheureusement, à mon grand regret. Et ce serait bien que vous ayez quelque part un ambassadeur qui parle à votre nom auprès des grands chefs d'entreprise. Parce que quelque part, on vole vos travaux. C'est mon mot personnel. Alors, un des outils là-dessus, c'est le think tank dont je fais partie, enfin il y a l'Institut Sapiens dont je fais partie, mais d'autres, qui sont des relais aussi assez forts, hein, c'est-à-dire qu'on a des liens privilégiés avec des universités, avec des chercheurs, donc justement pour aider à valoriser la recherche et vraiment être un média pour valoriser, diffuser auprès du maximum de personnes la recherche, et non pas forcément l'application telle qu'elle peut être faite en entreprise ou mobilisée par les entreprises, mais simplement la recherche en soi. Par exemple, la dernière étude qui a été sortie là, c'était sur l'impact de la formation professionnelle, puisque comme vous le savez mieux que moi, ou autant que moi, c'est un sujet brûlant qui a un vrai questionnement aujourd'hui. L'impact de la formation professionnelle concrètement dans les entreprises. Si j'investis 1 €, globalement, quel va être le retour? Et donc, quel est l'intérêt? Et donc, c'était un des travaux de chercheurs qui ont été vulgarisés dans une certaine mesure de façon à être diffusés. Donc ça peut être un élément de valorisation de la recherche qui peut être, à mon avis, très utile. Oui, après, il faut qu'on passe au sujet suivant sur le parcours des doctorants. Mais je sais pas, on fait des signes dans le fond. Il y a 3 personnes qui veulent prendre la parole. Cette fois-ci, vous faites des réponses très courtes. Et après, on passe à la thématique suivante. D'accord, 2 remarques très rapides. La première, c'est sur... Alors, si on veut valoriser la recherche en entreprise, ce qui n'est pas forcément inhérent à toute recherche, il y a un master qui existe à Paris-Saclay, et ce serait très intéressant de voir s'il est efficace. Il y a un master valorisation de la recherche qui a été créé il y a quelques années à Paris-Saclay. Donc, ce serait peut-être intéressant de voir quel est l'impact, si jamais ils sont plus, entre guillemets, plus efficaces que les autres personnes qui travaillent là-dessus. Est-ce qu'il y a un problème de formation? Ça serait intéressant de voir. Sur la valorisation de la recherche, moi je pense que plus que la valorisation des travaux de recherche, il faut valoriser la culture scientifique, la culture de recherche. Et pour ça, j'aimerais parler d'un projet un peu plus personnel cette fois-ci. C'est un projet, en fait, je travaille plus ou moins pour le rectorat de Dijon en tant qu'associatif, dans la mise en place d'ateliers de recherche, de recherche-action pour les jeunes au lycée. C'est-à-dire qu'on va, théoriquement, si jamais on a des autorisations, on va créer une option l'année prochaine qui s'appellera Initiation à la recherche, action, et initiation à la recherche conceptuelle. En fait, on va proposer aux jeunes des projets de recherche pour améliorer quelque chose dans leur établissement. Ça peut être à propos des activités extrascolaires, ça peut être à propos des cours, des pédagogies, ça peut être à propos des cantines scolaires, du fonctionnement de l'établissement. L'idée, c'est qu'on accompagne un jeune dans un projet de recherche qui vise à améliorer quelque chose dans son établissement ou qui vise à approfondir un concept comme le harcèlement, comme qu'est-ce que c'est qu'un bon système de notation, etc. Donc moi, ça me semble très important, malheureusement, au lycée, actuellement, on n'a jamais appris à résoudre des problèmes. On a toujours appris des connaissances, on les a accumulées, c'est très bien, mais jamais on a appris la démarche de résolution de problèmes, et cette démarche de résolution de problèmes, elle est inhérente
au métier de chercheur, celui qui cherche, celui qui par définition va chercher la vérité selon un processus très précis. Et c'est pour ça que ça semble important qu'au lycée, si on veut développer cette culture scientifique anti-fake news, plus que juste des cours d'esprit critique, c'est très bien, hein, plus que des cours d'esprit critique, d'information, d'initiation aux médias, il faut enseigner la démarche scientifique. Et une piste, ça pourrait être notamment de remplacer l'actuelle, dans la nouvelle réforme du bac, il y a une nouvelle matière qui s'appelle culture scientifique. Donc on apprend ce que c'est un photon, une cellule, c'est très bien. Mais je pense que ce serait peut-être plus efficace dans le tronc commun des bacs généraux de remplacer cette matière par une matière d'atelier d'initiation à la recherche, où on accompagne de jeunes dans un projet de recherche avec des chercheurs, avec une démarche scientifique et avec une démarche de recherche de la vérité. Merci beaucoup. On va avoir beaucoup d'idées pour la synthèse, c'est ça qui est bien, c'est ce qu'on était en train de se dire. Bonsoir, Romain Léal, docteur en droit public de l'Université de Rouen. Je ferai très court. Cette question est particulièrement intéressante et nous amène nous à nous questionner en tant que porteurs d'un ou plusieurs savoirs. Parce qu'on a travaillé, on travaille encore sur des sujets qui sont extrêmement complexes. Et comment est-ce qu'on peut faire passer cette complexité vers un public qui n'a peut-être pas les armes que nous avons, les connaissances, le cursus et finalement tout le vécu sur ce sujet-là. La dame là-bas citait C'est pas sorcier, des idées complexes étaient faites de manière assez simple. Comment est-ce que nous, on peut transmettre ça? C'est-à-dire, si déjà on arrive difficilement à convaincre des spécialistes de notre matière au moment du jury de soutenance de thèse, comment est-ce qu'on peut aller à la rencontre, par exemple, de personnes de 8, 9, 10 ans dans des écoles élémentaires, leur donner nos savoirs, les éléments qu'on a travaillés, ces éléments complexes, si on n'a pas cette capacité à rendre simple les choses qu'on vit. Et c'est parfois un écueil qu'on rencontre déjà lorsque on est étudiant. Moi, en l'occurrence, en droit, j'ai des thématiques complexes, des mots complexes, des mots qui font peur parfois même aux gens. Comment réussir à dépassionner cette négativité pour la rendre positive et finalement permettre à des plus jeunes de le faire? À titre personnel, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes, des classes de CE1, de CE2, et là je peux vous dire que de faire passer des éléments juridiques complexes que même les avocats ont parfois du mal à faire rentrer dans la tête des juges face à eux, et faire entrer ça à des personnes de 9, 10, 11 ans, c'est l'expérience, à mon avis, qui peut être tout à fait pertinente en l'occurrence, parce que si on arrive à convaincre un enfant, si on arrive à lui faire comprendre que ce qu'on dit, c'est objectif, c'est quelque chose qui est contre effectivement de fausses informations ou des informations détournées, eh bien, ça veut dire que si lui on peut le convaincre, on peut aller à la rencontre d'un public plus âgé et donc les convaincre, valoriser notre recherche, pas seulement d'un point de vue économique, ça n'est qu'une facette du problème, mais d'un point de vue social, éthique, environnemental, mondial, etc. etc. Bonjour, bonsoir. Clara Boudavion, je suis étudiante en médecine et très impliquée dans le milieu associatif des études de médecine. Les deux intervenants précédents disent beaucoup de choses de ce que je pensais. Au niveau des fake news, l'appropriation de la recherche, ça commence dès la jeunesse, dès le plus jeune âge. On parlait donc de l'appropriation de la recherche dès l'école primaire. On parlait aussi de la réforme du bac. La réforme du bac, elle a beaucoup d'avantages de justement pouvoir choisir à la carte ce qu'on va vouloir étudier, mais elle a aussi un gros défaut, c'est qu'elle met de côté certaines matières scientifiques, notamment les mathématiques, là-dessus, on n'est pas assez écouté par le gouvernement au niveau des associations étudiantes, et on a un vrai risque de perdre une certaine culture, surtout en mathématiques, à cause de cette réforme, tout simplement par un mauvais agencement des options qui sont proposées aux étudiants. Donc là, c'est un premier point de vigilance à cette réforme qui, par principe, est bien, mais qui manque de réflexion dans l'ingénierie. Et puis, tout simplement, je pense ici qu'il faut que la recherche se mette à la page, se mette à jour. Les fake news, ça se joue sur Internet, ça se joue sur Facebook, ça se joue sur Twitter. Il faut aussi
que la communauté de chercheurs, la communauté universitaire, elle se mette dans ce système-là. Donc, avec les nouvelles générations de chercheurs, ça va arriver, mais il faut que dès maintenant aussi, on ait une vraie prégnance de ce milieu-là, notamment sur Twitter, qui n'est pas assez présent, et qui puisse permettre de contrer aussi toutes ces vagues de fake news qui sont très très bien organisées. Et la toute dernière intervention sur la question de la valorisation au sens propre. Oui, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Pardon. Et je pense que c'est important que dans chaque thématique, on ait des ambassadeurs, parce que les nouveaux médias sociaux vont très vite et qu'on a besoin, au niveau de la science, je reviens aussi sur cette chaîne de science, parce que je pense que c'est crucial, et qu'en fait on peut faire comme quand on apprend une langue, on a des niveaux différents. Il pourrait y avoir des émissions qui s'adressent à des plus jeunes, des moins jeunes, et augmenter la complexité. Ce qui fait que si on avait une chaîne dédiée à la science, ça pourrait être comme une référence et faire intervenir que ce soit des jeunes chercheurs qui parlent de leur expérience, de leurs travaux de recherche, ou alors que ce soit des experts dans les différents mondes, et faire aussi appréhender les disciplines différentes pour que les personnes, notre société apprennent que la richesse se fait dans l'interdisciplinarité. Je trouve que j'ai aucune idée de combien ça coûte, mais c'est extrêmement cher. Mais peut-être que c'est une piste à creuser, parce que c'est un vivier de richesse. Et les jeunes, ils ont besoin d'avoir de l'espoir. Et je pense que c'est... Juste pour rebondir sur les émissions, oui, ça coûte cher, mais bon, pas tant que si cher que ça. Par contre, vous savez, sur YouTube, vous avez des jeunes youtubeurs scientifiques qui font ce que vous êtes en train de dire, qui vulgarisent la science, que ce soit la science proprement dite ou des recherches sociétales, etc. Et elles sont très très bien faites. Donc là, je ne pourrais pas vous citer de tête les liens, mais sachez que sur YouTube, certains chercheurs, donc des jeunes chercheurs, qui sont devenus, par la force des choses, un petit peu des youtubeurs, utilisent donc les réseaux sociaux pour justement transmettre leur savoir. Après, c'est vrai que les programmes, malheureusement télévisés à l'heure actuelle en France, s'appauvrissent, et à mon grand regret. C'est vrai que ce serait aux chaînes publiques de prendre la main et de refaire des programmes dignes de ce nom. Le message va être passé. Donc voilà qui clôt cette première partie. On a un petit peu dépassé le terme qu'on s'était donné pour cette première partie. Du coup, on va regrouper le parcours des doctorants et la poursuite de carrière des docteurs, puisque les doctorants, Landès me l'avait fait remarquer, on commence sa carrière de chercheur dès le premier jour de sa thèse. Comme ça, c'est dit. Exact, alors on a des chercheurs dans la salle, je pense que vous vous souvenez du temps du doctorat, personne ne l'a oublié, j'imagine. Première question que j'ai envie de vous poser, ce qu'on entend souvent quand même, c'est que le doctorat, c'est le parcours du combattant. On a déjà parlé un petit peu de financement, donc on va peut-être pas totalement s'étaler encore et encore sur ce sujet, même si je sais que c'est l'une des problématiques essentielles. Ma question, ce serait, est-ce que c'est vraiment le parcours du combattant ? Et si oui, dans une certaine mesure, quelles sont les suggestions qu'on pourrait faire pour que ce soit moins le cas, et que donc, naturellement, on ait plus de gens en doctorat ? Parce que si vous regardez les chiffres, on a moins 10% de docteurs depuis 7 ans, pour des raisons X, Y, Z qu'on est en train de citer. Hein. On voit l'état des lieux qu'on est en train de faire sur des métiers qui sont compliqués, pourquoi on rentre déjà plus en doctorat. Donc est-ce que c'est le parcours du combattant, et comment faire pour que ce soit un peu moins, au-delà de la question du financement, même si je sais que c'est essentiel. Alors, parcours du combattant, oui. Déjà, je pense qu'il y a les infrastructures matérielles. Alors, c'est vrai qu'en droit, un stylo, un bout de papier, et on refait le monde, on refait l'univers, on n'a pas de problème.
Dans les sciences dures, je ne m'aventurerai pas là-dessus, vous avez besoin vraisemblablement de beaucoup d'équipements, donc là ça demande un matériel beaucoup plus lourd. Mais en fait déjà la structure d'accueil est relativement importante. Dans certaines universités, les doctorants par exemple ne disposent pas d'un bureau ou même d'un bureau tournant. Donc déjà ça c'est un problème parce que ça nécessite de travailler chez soi. La thèse c'est un travail solitaire en grande partie. Donc en fait il faut aussi travailler sur le mental du doctorant. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre en doctorat et qui n'a pas cette capacité de résilience finalement, c'est quelqu'un qui risque de chuter. Et s'il chute, il va se tourner vers qui? Son directeur de thèse, sa directrice de thèse. On ne va pas se voiler la face ici, je ne pense pas qu'ils sont tous et toutes exempts de reproches. Certains n'accompagnent que trop peu leurs doctorants ou leurs doctorantes. Ils vont se tourner vers qui? Vers leurs collègues. Oui, s'ils ont une structure d'accueil qui les regroupe, ils pourront se tourner vers eux. Et s'ils sont seuls chez eux, vers qui? Vers leur famille, soutien indéfectible. Mais est-ce qu'ils comprendront les risques, les attentes, les craintes, les peurs, les espoirs, les désespoirs qui entraînent la recherche? Finalement, c'est ça. Donc ce parcours du combattant-là, c'est on chute, on se relève, on chute, on se relève. Ce qui amènera aussi peut-être un parallèle avec la première question que vous avez posée sur l'entrepreneuriat. Si au cours du doctorat, on réussit à se relever de tout ça, à être blessé, à guérir, à se relever, à être reblessé, etc., et arriver face à sa soutenance, face à son jury, qui n'est pas là pour vous faire des cadeaux, et que vous en sortez avec le diplôme derrière, est-ce que là, on n'a pas déjà les cicatrices qui prouvent que peut-être on pourra aller vers l'entrepreneuriat ou vers une autre forme d'investissement dans le domaine économique ou social? Du coup, j'aimerais parler sur déjà la sélection, le début du doctorat, parce qu'on me dit oui, alors il faut plus de financement, il faut financer les doctorants, mais déjà avant, est-ce qu'il faut déjà que toutes les personnes qui ont envie de faire de la recherche vraiment se lancent dans une carrière de chercheur, même juste une carrière de thèse, ils disent j'ai envie de faire une thèse pendant 3 ans et après je vais faire autre chose, mais déjà, est-ce qu'il faut vraiment envoyer tous ces jeunes vers une thèse? Donc la question de la sélection du doctorat, et évidemment qui va de pair avec le financement, comment on finance tout ça, mais la question de la sélection est vraiment importante. Et ensuite, une fois qu'on a sélectionné ce doctorant, ben, qu'est-ce qu'on en fait? Alors il y a le cadre, oui, qu'il faut lui donner, donc soit un bureau, une feuille et un papier pour certains, des équipements un peu plus lourds pour d'autres, mais aussi il faut des encadrants. Et en fait, encadrer un doctorant, ça ne s'apprend pas en claquant les doigts. Il faut aussi former les encadrants pour qu'ils sachent comment gérer un doctorant, comment le former, l'amener au mieux, le plus rapidement possible, sans détruire toutes ses ambitions ou juste sans faire de casse. Et ça, c'est une question qui est relativement peu posée, qui commence à se poser dans les écoles doctorales, mais c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place. Et des impulsions plus gouvernementales pourraient être vraiment assez cruciales là-dessus pour dire, bah oui, il faudrait que tous ceux qui passent une HDR, par exemple, aient une formation à l'encadrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Suivre psychologiquement, des choses assez simples de gestion d'équipe, de management, qui ne sont pas du tout appris quand on fait de la recherche et qu'on arrive à une HDR et qu'on peut ensuite encadrer des doctorants. Et ensuite, aussi, bon, on a un doctorant qu'on a sélectionné, qu'on a dans un cadre parfait, éthique, avec un encadrant, un directeur qui sait bien s'occuper de lui. Mais qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'il veut faire après? Il faut aussi savoir comment on peut former ce doctorant à réfléchir à la poursuite de carrière. Parce que le doctorat, c'est une expérience de carrière, c'est la première expérience de carrière. Donc voilà, c'est tout un tas de questions qui sont relativement des choses assez simples de comment on peut pousser la sélection, comment on peut former les encadrants, former les doctorants à la poursuite de carrière, et aussi ce qui va amener par effet de bord à poser des tas de questions sur la société, sur bah oui, tiens, il faudrait peut-être un secteur industriel un peu plus développé, et ainsi de suite. Voilà. Bonsoir. Alors moi je suis en fait docteur en biologie. Je vais juste apporter un complément d'information par rapport à ce qui a été dit par mon collègue, on va dire, dans le domaine du droit. Alors, en fait, le grand challenge à partir du premier jour de la thèse, c'est de se mettre en tête qu'on est jeune chercheur. Donc, on a à apprendre un nouveau métier et on a aussi à apprendre à travailler en équipe.
si l'équipe existe. Parce que parfois, on est précurseur au sein d'un laboratoire qui veut développer une nouvelle activité. Et donc là, le champ et le terrain est vierge et on se retrouve très rapidement à gérer des stagiaires, à former des stagiaires qui vont être potentiellement de nouveaux étudiants en thèse. Donc typiquement, je parle d'une expérience, de mon vécu, de ma propre expérience, où j'ai dû être en 3e année de thèse à co-encadrer des masters et également à gérer des stagiaires pour justement monter une équipe dans une nouvelle activité au sein du laboratoire. Donc ça, c'est vraiment un apprentissage qui se fait sur le tas, sur le terrain. Après, on peut y arriver, pas y arriver. La biologie, il faut avoir un minimum, donc un laboratoire d'accueil. Si éventuellement il y a des déplacements à l'étranger, il faut également penser à toute cette logistique matérielle. Et donc voilà, pour rejoindre également la remarque de monsieur qui vient d'intervenir, effectivement, il faudrait également que le futur docteur, puisse être vers le milieu professionnel après la thèse. Je voulais rebondir sur la partie d'encadrement doctoral avec plusieurs points. En fin d'année dernière, il y a eu un workshop sur l'encadrement doctoral à Lyon qui parlait justement de ces sujets autour des directeurs de thèse, d'accompagner les doctorants pendant la thèse, etc. Après, je pense que c'est peut-être un problème de positionnement. On peut se poser aussi la question de se dire, est-ce que c'est à l'encadrant, directeur de thèse, d'avoir ce soutien? C'est le faire un peu juger parti, juge dans le sens où il doit juger des travaux, être critique, pousser le doctorant un peu dans ses retranchements scientifiques. Si derrière il doit avoir un rôle de coach, entre guillemets, est-ce que c'est vraiment son rôle? Dans la première partie, on disait, est-ce qu'il ne faut pas des personnes qui seraient là à temps plein pour faire la valorisation, faire le bilingue entre l'entreprise et la recherche? Je pense que là, ce rôle de coach, d'avoir quelqu'un qui serait présent pour être bilingue entre l'aspect scientifique et l'aspect un peu mentorat, accompagnement moral et personnel, ça peut être intéressant également. Et ça, c'est un point. Aujourd'hui, chez RD2, il y a un doctorant qui est en thèse CIFRE, qui travaille sur l'employabilité des docteurs et des doctorants, et qui travaille notamment sur cet aspect de réflexivité, que le doctorant prenne conscience de ses travaux, de son positionnement, pour derrière pouvoir se valoriser justement. Et cet aspect d'accompagnement du rôle du directeur de thèse est vraiment important, et on se rend compte que c'est finalement peut-être pas son rôle au directeur de thèse, il ne faut pas le confondre. Enfin voilà, dans une entreprise, pour prendre des exemples que je connais, on ne va pas demander, il y aura les ressources humaines, il y aura les managers, et finalement chacun aura son rôle, et on peut s'adresser vers les ressources humaines pour des problèmes plus d'évolution, de positionnement dans l'entreprise. Le manager sera là pour des aspects plus techniques, plus quotidiens, plus au jour le jour. Et peut-être que justement dans cet encadrement doctoral, on peut réfléchir sur une sorte de positionnement et de répartition des tâches entre plusieurs fonctions, plusieurs services. Alors déjà, je réalise que j'ai oublié de me présenter. Donc, Godefroy Leménager, j'ai fait une thèse de physique, je suis parti faire de la biologie en Italie, je suis revenu en France, faire de la recherche en chimie cette fois-ci, et maintenant je suis dans la propriété industrielle. Et je suis aussi à l'ANDET, l'association des docteurs, du coup, qui a co-organisé le workshop dont vous parliez il y a 5 minutes. Et j'aimerais juste préciser une petite chose, le doctorant, c'est un jeune chercheur, un professionnel, mais c'est aussi un étudiant. Et en fait, le problème de cette double casquette-là, c'est que le directeur de thèse, c'est un chef d'équipe, un manager, mais c'est aussi là pour accompagner professionnellement son étudiant. Donc c'est aussi, apparemment, il y a des situations un peu bizarres, on ne peut pas juste comparer la gestion d'une équipe de recherche à une gestion d'une équipe dans une entreprise, parce que les situations, les statuts des salariés, enfin, s'ils étaient tous salariés, ce qui serait génial, des membres de l'équipe ne sont pas exactement les mêmes. Donc il n'y a pas attention à faire cette comparaison directe entre une entreprise et
et un laboratoire de recherche. Il y a des petites variétés de statuts qui sont un peu différentes. Et je veux dire un autre truc, et je le dirai plus tard. Ça reviendra. Oui. Oui, justement, c'était un peu dans la continuité de l'intervention précédente. De manière, le chercheur qui encadre une thèse, c'est aussi un manager d'équipe. De par son travail de recherche, il travaille fondamentalement en équipe, il est amené à diriger les travaux. Et dès qu'on dirige une équipe, dès qu'on aide à la direction d'une équipe, dès qu'on fait partie d'un comité de pilotage de quoi que ce soit, c'est important d'être formé aux risques psychosociaux. Donc que ce soit pour s'occuper d'un doctorant ou pas. Donc de toute manière, la formation des docteurs, la formation des HDR, etc., elle devrait inclure de fait certains fondements entre guillemets en termes de management. Et là, je ne parle pas de comptabilité ou de choses ou d'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. Je parle de formation aux risques psychosociaux. Parce que chercheur, c'est un métier sous pression. C'est un métier où on est amené à travailler en équipe et on n'est jamais formé à le faire. On a des questions aussi sur Internet apparemment. Pardon. En fait, de ma souvenance, il me semble que quand on est maintenant, quand on est chercheur CIFRE, dans une convention CIFRE, on bénéficie de formation, des journées d'information sur les... il me semble. Alors c'est pour tous les doctorants, normalement. Ils ont tous des formations au cours de leur thèse. Au sein des écoles doctorales. Oui, donc ça évolue. C'est une vraie question, celle de la formation des doctorants. Donc il y a formation de ceux qui encadrent, ça j'entends, mais il y a aussi la formation du doctorant, c'est-à-dire que en fait, quand on dit qu'il est chercheur, il apprend à chercher. En fait, c'est ça être doctorant. Donc la question, c'est aussi celui des attendus, c'est-à-dire et qui est lié à la formation. C'est-à-dire que selon les laboratoires, parfois on vous dit qu'il faut soutenir en 3 ans, en 7 ans, vous avez des logiques très locales de est-ce que c'est une thèse sur article, est-ce que c'est une thèse empirique ou pas. Enfin, il y a des vraies spécificités selon les laboratoires que vous voulez intégrer sur finalement les travaux de recherche qui sont attendus. Et donc votre formation, c'est globalement, si vous voulez être enseignant-chercheur, on a vu que c'était la majorité des gens qui se disent naturellement que c'est la carrière, est-ce que finalement, quand on les forme et quand on attend une thèse sur article faite en 3 ans versus une thèse en 7 ans de 600 pages, parce que ça existe encore, hein, c'est encore la réalité, on les forme différemment, bon an mal an, on les forme différemment. Est-ce que pour autant, on les forme quand on voit que finalement, il n'y a pas suffisamment de postes, ou que finalement, beaucoup d'autres, on l'a vu dans les statistiques aussi, ne font pas d'enseignants-chercheurs? À quoi on forme ces gens-là pendant ce process-là? Et ça, c'était une question qui n'est pas suffisamment posée. Est-ce que là-dessus, vous avez des suggestions sur ces disparités entre disciplines, entre façons de former, et donc finalement entre possibilités de carrière, qui sera aussi les questions juste après? Bonjour, donc je suis Victor Baillet, doctorant en génétique de l'école normale supérieure. Je voulais revenir justement sur le point que vous venez d'évoquer et ce que vous avez évoqué juste précédemment, c'est-à-dire cette dimension parcours du combattant de la thèse. Est-ce que c'est pas le simple fait que le doctorat soit l'un des rares diplômes qui sanctionne le fait d'avoir réussi un parcours du combattant, c'est-à-dire avoir réussi à jongler au niveau managérial, avoir jonglé, comme disait ma collègue en biologie, à avoir géré à la fois des demandes de financement, des autres jeunes chercheurs, avoir géré son manager également, avoir géré son chef? Est-ce que c'est pas ça qui fait la richesse, tout simplement, du doctorat, et ce qui fait que les gens issus d'un doctorat, quelle qu'en soit la spécialité, et quelle que soit l'année de la thèse, donc sur article ou de 600 pages, est-ce que c'est pas ça qui rend le doctorant, enfin le nouveau docteur employable dans à peu près tous les domaines? Mais en même temps, est-ce que c'est aussi une des difficultés qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on a développé tout un ensemble de compétences dont on n'a pas nécessairement conscience? Parce que pour nous, on est à un niveau où ce sont, je parle moins pour moi, ce sont des acquis managériaux. C'est notre vie quotidienne, et en fait c'est une richesse pour les entreprises dont on n'a pas nécessairement conscience. Et dont elles n'ont pas confiance non plus. Alors justement, à propos des compétences, il y a 1 an, le doctorat a été enfin enregistré au RNCP. Alors je pense que ça parle à vraiment très peu de monde. C'est le registre national des certifications professionnelles qui, grosso modo, a un diplôme, donne les compétences que l'on a. Et en fait, c'était un peu surprenant de voir que le doctorat a été enregistré seulement l'année dernière. Et justement, il liste tout un tas de compétences qui sont associées au parcours doctoral, dont je suis tout à fait d'accord, on n'est pas forcément au courant qu'on les maîtrise quand on vient de recevoir notre diplôme.
et une formation justement à mieux comprendre qu'est-ce qu'on sait et comment on sait faire et quelles sont les possibilités auxquelles une thèse, une carrière scientifique nous ouvre, fait partie de tous les éléments qui peuvent être vraiment extrêmement importants, à la fois pour le doctorant, pour qu'il puisse se positionner, mais aussi pour que, en dehors, la société puisse essayer de mieux comprendre quelle est la plus-value des docteurs dans différentes applications, et que ce soit le secteur professionnel, privé, académique, la fonction publique hors recherche, les collectivités, les associations, et ainsi de suite. Il y a aussi un autre point en fait, qui définit bien en fait, le parcours du combattant, c'est que on forme le doctorant, donc cet étudiant qui est nouvellement, on va dire, avec une casquette, on ne trouve pas de résultat. Et ça, c'est possible. Et malheureusement, le système actuel condamne les personnes qui, au bout de 3 ans, n'ont pas trouvé de résultat. Alors, ça peut être lié au projet en soi, comme ça peut être lié à des problèmes d'ordre purement, je dirais, administratif, logistique, ou même un échec au niveau de la collaboration s'il s'agit d'un projet collaboratif. Voilà, donc ce point-là également est un élément important parce que ça met l'étudiant vraiment sous pression, notamment vers la fin de sa thèse en fait. Voilà, avec bien évidemment la pression de la publication et voilà, donc l'évaluation. Oui, alors pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure concernant l'encadrement de thèse, le but c'est vraiment pas d'en faire un papa-poule. Il n'est pas là pour ça, parce que si on en fait un papa-poule, ça veut dire que le doctorant, derrière, en fait, il est dans un environnement complètement surprotégé, et donc en fait, il n'explore pas son potentiel. Concernant ces éléments finalement des résultats, le fait de ne pas avoir de résultats, la pression derrière, est-ce que le fait déjà de ne pas avoir de résultats, c'est pas un résultat en lui-même? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on peut défendre? Et étant dans le domaine des sciences sociales et du droit, en fait, nous, contrairement au domaine scientifique, on n'a pas du 0 ou du 1, on n'a pas du oui ou du non. En fait, on a très souvent du peut-être. C'est probable, c'est envisageable. Et donc, on doit défendre cette incertitude. Et pour terminer là-dessus, c'est vrai que cette question des compétences est fondamentale, et on peut déjà distinguer ceux qui font simplement de la recherche de ceux qui font de la recherche et de l'enseignement. Quelqu'un qui fait de l'enseignement, qui a un TD, qui a 30, 35 étudiants devant lui, lui il se dit, grosso modo, si on regarde de l'extérieur, il fait 2 heures de TD. Très bien. En fait, c'est pas ça, faire un TD. C'est le préparer en amont, c'est avoir étudié, c'est avoir complètement épuisé la bibliothèque pour pouvoir le travailler, pour pouvoir le préparer. C'est accueillir ces étudiants, c'est les gérer. Gérer 35 étudiants qui parfois débarquent en première année de droit ou autre, et c'est leur faire passer aussi un cap, un palier qu'ils n'ont peut-être pas franchi au lycée, puisque peut-être le lycée dont il vient ne les a pas suffisamment préparés pour accéder à la faculté. Et donc c'est tout ça. Donc en fait, le doctorant qui fait de la recherche a ses capacités, ses compétences, et le doctorant qui fait en plus et qui a cette expérience d'enseignement au-delà de la richesse de l'enseignement, c'est quelqu'un qui développe ses capacités de gestion d'équipe, de gestion de groupe, et qui doit amener 30 ou 35 étudiants du premier jour du semestre au dernier jour du semestre, à leur faire réussir leurs examens, à leur donner les armes pour qu'ils puissent réussir leur semestre, leur année, et plus loin leur licence, leur master, et j'espère le doctorat. Donc tout ça, ce sont des choses que nous, on doit déjà intégrer en nous-mêmes pour pouvoir derrière, quand on est face à un recruteur, quand on est face à lui dire, voilà, moi j'ai fait ça. Moi, je suis capable de faire ça, et faire de l'enseignement, faire de la recherche, c'est pas une sous-formation. Au contraire, c'est une sur-formation comparée à d'autres. Oui, j'aimerais pour ma part revenir sur la culture de l'échec, enfin, une culture de l'échec au sens proportion gardée. C'est juste que apprendre à valoriser l'échec, c'est effectivement très important. Et c'est d'autant plus important que finalement, quand on observe, quand on fait un peu d'histoire des sciences, quand on regarde un peu, finalement, les grandes révolutions scientifiques, ça a été quand on a admis les limites d'un modèle, quand on a mis en échec un modèle.
Et en fait, apprendre à remettre en cause un modèle scientifique lorsqu'on a montré que ça ne marche pas, c'est aussi quelque chose qui n'est pas valorisé, j'ai l'impression, au niveau du doctorat. Et surtout, ce qui est très dommage, c'est que ce n'est pas valorisé au niveau des publications scientifiques de façon générale. Parce que le système de publication scientifique, actuellement, il est privatisé. Et il y a une sorte de course, entre les grands éditeurs de publications scientifiques, les grandes revues scientifiques, pour mettre en avant des résultats qui sont déjà pas de répétition des études, on valorise très peu les répétitions des revues d'études précédentes, c'est-à-dire que c'est rare qu'on confirme les résultats, donc du coup c'est difficile de reproduire une étude et d'être publiée dans une grande revue. Mais c'est aussi difficile de publier des études qui ne sont pas concluantes. Et c'est pas le problème des doctorats, en fait, c'est le problème de la recherche scientifique de façon générale. On a un système de recherche scientifique, de publication de recherche scientifique qui ne valorise pas l'échec. Donc je pense que plus que la formation à la valorisation de l'échec en doctorat, c'est une formation à la valorisation de l'échec dans tout le système de recherche scientifique qu'il faut se poser. Merci beaucoup. On va passer à la dernière question que j'ai pour vous. C'est-à-dire que là, on a vu le parcours du doctorant, on n'est pas revenu sur le financement, mais c'est globalement toujours un peu difficile de trouver une structure d'accueil, d'avoir un financement, de trouver son sujet de thèse, d'être bien encadré. On se pose la question effectivement des compétences qui sont acquises. Et vous avez raison, on a oublié le volet enseignement qui fait souvent partie en fait du doctorat. On est souvent allocataire, voilà, on bénéficie de ça. La question après, c'est effectivement, on est doctorant, on devient docteur. On a vu que la plupart veulent être enseignants-chercheurs et sont enseignants-chercheurs ou chercheurs, la plupart dans les structures publiques. Et en fait, le constat qu'on fait entre ce qu'on s'est dit ce soir et l'enquête qui a été présentée tout à l'heure, c'est qu'il y a la fuite des cerveaux, donc, parce que les carrières à l'international sont financées autrement, il y a des financements privés, vous êtes mieux payés, enfin, toute une raison qui font que les gens partent à l'international. Vous avez moins de docteurs aussi qui sont, on l'a déjà vu, et ceux qui sont dans les universités, pour la plupart, on l'a vu aussi, se sentent isolés, peu valorisés, notamment financièrement, mais pas uniquement. Parce que globalement, vous dites je suis enseignant-chercheur, on se dit ok, tu fais 2 heures de TD comme vous disiez tout à l'heure. C'est un peu, on voit qu'il y a des clichés, plus ou moins vrais, plus ou moins forts, mais qu'il y a des clichés sur la notion d'être enseignant-chercheur ou chercheur. Donc c'est pas très gai en fait ce panorama-là. Donc la question c'est quelles sont les suggestions que vous auriez de façon à ce que finalement on puisse inciter les gens à aller faire cette carrière qui est magnifique et dont on a besoin. On a besoin d'enseignants-chercheurs, on a besoin de chercheurs. Là-dessus, je crois que ça a été posé et que c'est un peu l'hypothèse de base de ce débat. Maintenant, quelles sont les suggestions de façon à ce que on se dise que plus de gens aillent faire un doctorat, plus de gens soient enseignants-chercheurs, se sentent valorisés, impliqués sociétalement et aussi dans leurs universités. Bon, comme c'est vrai, j'ai oublié de me présenter tout à l'heure, je le fais succinctement. Je suis chargée d'affaires publiques scientifiques chez BASF, donc le groupe chimique. Mais avant, j'étais chercheur, toujours dans le même groupe, mais pour la cosmétique. Et en fait, j'ai eu l'occasion de faire un changement de carrière il y a à peu près 5 ans. Et je trouve que par rapport aux ingénieurs, les chercheurs, ils sont mal valorisés. On est un peu un truc scabreux. Et on n'est pas reconnu. Du moins, moi je parle pour l'entreprise. Après, au niveau académique, c'est totalement différent. Mais je pense que pour pousser le chercheur dans l'entrepreneuriat, il faut qu'il soit valorisé en fait. Pour pousser un jeune à aller dans la recherche et dans l'entrepreneuriat, il faut vous montrer. C'est pour ça que j'insiste encore sur la chaîne de télévision, parce que je pense que ça passe par les médias. Et, non, mais on a besoin de vulgariser, de montrer. Moi, je pense énormément à Cuba, j'ai ça dans la tête. Ce que faisait Fidel Castro, il a fait une chaîne culturelle. Bon, c'est peut-être pas ce qu'on doit faire, mais, c'est un enseignement. Là, on fait un pied de nez aux fake news, on fait un pied de nez à plein de choses, quoi. Donc, pour moi, je pense que ça passe par la reconnaissance
et par une valorisation du statut de chercheur? Des choses assez simples qui pourraient être mises en place, c'est l'inscription du doctorat dans les conventions collectives, parce que ça permettrait justement de valoriser au sein des entreprises le statut des docteurs, et le corollaire dans la fonction publique, que la thèse soit correctement reconnue par l'État. Si vous passez un concours dédié aux docteurs, en fait votre thèse elle va compter à 1 an et demi, 2 ans d'expérience, mais jamais 3. Alors que quand même dans le texte de loi, une thèse, ça se fait en 3 ans, équivalent temps plein. Donc c'est assez surprenant que même l'État, lui, n'est pas capable de reconnaître l'expérience du doctorat à ce qu'il lui-même a défini. Donc ça fait partie des choses qui pourraient être assez simples à mettre en place, de forcer par exemple tous les corps, quand ils recrutent un docteur, vous prenez 3 ans d'expérience par défaut. Si je puis me permettre, je me présente, Étienne Béchet, je suis le président d'un centre technique industriel qui s'appelle l'IPC, Innovation Plastique Composite. Je voulais un petit peu attirer votre attention sur les débouchés que présentent les centres techniques industriels, où il y a un mélange très fort, effectivement, d'ingénieurs et également de docteurs, pour des recherches qui sont souvent relativement fondamentales, malgré que ça peut paraître très applicatif au niveau de ces centres. Et ces centres ont aussi l'avantage d'être des formes de pouponnières entre, je dirais, l'université et des très grandes entreprises comme la vôtre, madame, que vous avez citées. Cela permet véritablement de se faire les dents dans des recherches, et ensuite, dans ce genre de centre technique, il y a un turnover relativement important, puisque la voie normale d'un chercheur chez nous est d'aller ensuite dans une entreprise de manière plus applicative. Voilà, je me permettais de faire cette allusion à ces centres techniques industriels. Il y en a 14 en France, et ne pas les oublier, c'est un gros potentiel, et d'un point de vue économique, c'est quelque chose de très important, parce que beaucoup de petites entreprises n'ont pas les moyens de se payer un chercheur, c'est clair. Donc le seul moyen pour irriguer le réseau de petites entreprises, c'est justement ces centres techniques industriels. Je me permets une petite parenthèse. En fait, il y a les médias qui voulaient parler justement aux chercheurs. C'est gentil. Alors moi, c'est Myriam, et justement, je vous entendais parler de médias. Nous, on est un jeune média, on est une web TV, Co-working Channel, donc on est vraiment un média collaboratif. Et comme vous le disiez, moi je suis entrepreneur et on a autant de difficultés que vous. Et finalement, je profite de l'occasion, puisque vous êtes des experts, vous avez aussi tout votre métier, votre savoir-faire, et moi je suis prêt à le partager avec vous, parce que effectivement, quand on monte aussi un média, donc effectivement, vous avez votre partenaire Angélique là de côté, qui travaille aussi pour un gros média, et c'est beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Mais si on arrive à trouver les bonnes équipes et à faire un réel travail collaboratif, effectivement, on sera là à vos côtés et vice-versa. Voilà. Donc vous avez le moyen à l'heure actuelle de pouvoir vous exprimer à travers donc, une chaîne digitale qui pourrait être le premier pas vers un diffuseur public. Parce que la politique actuelle des diffuseurs, il faut le savoir, on regarde d'abord ce qui se passe sur YouTube, qui est devenu un laboratoire quelque part pour les diffuseurs. Le nombre de vues, savoir si ça plaît, combien de temps les followers regardent donc la vidéo. Et à partir du moment où effectivement ça match, donc ça veut dire que l'émission peut être bankable, on transforme donc une émission digitale de 3 minutes, 5 minutes en une émission réelle sur des chaînes traditionnelles. Donc là, voilà, vous avez la parole. C'est le moment ou jamais pour les chercheurs s'ils veulent justement s'exprimer et expliquer ce qu'ils font et vulgariser, comme disait monsieur, votre savoir, parce que c'est vrai que n'oubliez pas que vous avez affaire à des profanes, et quand on commence à parler trop technique, au bout d'une phrase, tout le monde se noie, tout le monde se perd, et ça décourage. Plus on parle simple, mieux c'est, et c'est vrai que moi souvent j'utilise aussi les enfants pour savoir si le message que je veux faire passer est compréhensible. À partir du moment où ils arrivent à exprimer ce que je leur ai dit, ça veut dire qu'effectivement ils ont compris, donc on peut parler à des adultes de manière naturelle, sans qu'ils se prennent la tête et que le message soit bien passé. Donc on va dire l'échange que vous devez avoir, vous chercheurs, vers les profanes, il faut vulgariser votre langage, il faut rendre les choses simples. Et à partir du moment où c'est simple, forcément on va finir par vous aimer et vouloir faire comme vous.
Il y avait encore quelques questions par ici. Oui, en fait, je voulais juste apporter une remarque par rapport aux entreprises qui recrutent des docteurs. Il y a le crédit impôt recherche qui est vraiment très attractif auprès des, entre guillemets, les jeunes entreprises innovantes, donc les startups. Et le revers, en fait, il y a un côté pervers dans ce système-là, c'est que les jeunes startups, vu qu'elles n'ont pas forcément les sources de financement, ont tendance à recruter et ensuite, on va dire, à écarter les docteurs nouvellement recrutés, c'est-à-dire à peut-être les licencier ou faire en sorte qu'ils démissionnent assez rapidement pour pouvoir en recruter un autre et bénéficier de l'exonération partielle des impôts. Donc c'est un peu un côté pervers qui peut jouer des tours aux docteurs. Moi j'avais une suggestion parce que la question initiale c'était comment on pousse les gens à faire de la recherche finalement. Et alors les questions des conventions collectives, des crédits impôt recherche sont très intéressantes, mais finalement je suis pas sûr que ça change grand chose à quelqu'un pour savoir si jamais il veut faire une thèse ou pas. Je suis pas sûr que le fait qu'il y ait une convention collective qui parle de 2 ans et demi et pas de 3 ans, ça soit vraiment quelque chose d'essentiel quand on veut faire une thèse. En fait, le problème de l'orientation en thèse, c'est le problème de l'orientation tout court. En fait, c'est sur quels critères on base l'orientation. Il y a un sujet de recherche en ce moment qui est développé notamment au centre de recherche interdisciplinaire, donc rattaché à Paris 5, qui s'appelle le CRIP, qui travaille sur une sorte de modèle d'orientation basé sur une tradition japonaise qui s'appelle l'ikigai. L'ikigai, en fait, c'est dire que les 4 conditions nécessaires et suffisantes à une orientation réussie sont ce pourquoi je peux être payé. Donc là, ça revient à la question du financement, qui est une condition nécessaire, c'est pas quelque chose qu'on peut éviter. Il va falloir à un moment se poser la question du financement, de sérieusement commencer à investir sérieusement dans la recherche et pas des petites augmentations de 30 millions par an comme on a l'habitude d'en voir. Il y a ce dans quoi je suis doué, alors là on peut penser que c'est naturellement la sélection en fait. De la licence au master, il y a une sélection qui se fait, c'est de trouver un directeur de thèse, voilà. Donc ce pourquoi je suis doué, c'est quelque chose qui est déjà fait dans le système. Et là, il y a aussi ce que j'aime et ce dont le monde a besoin. Ce que j'aime et ce dont le monde a besoin, en fait, le problème, c'est que si jamais ils ne savent pas ce que c'est la recherche, les jeunes, ils ne peuvent pas savoir s'ils aiment, et ils peuvent encore moins savoir qu'on en a besoin. Et ce qui me semble essentiel, du coup, c'est, comme j'en ai parlé tout à l'heure au lycée, des initiations à la recherche au lycée, c'est d'expliciter l'intérêt de la recherche. Qu'est-ce que ça apporte la recherche? Pourquoi finalement le chercheur, il peut autant apporter en concret à la société qu'un ingénieur? Ou pourquoi la recherche fondamentale c'est super important? Pourquoi on n'aurait pas de téléphone sans les recherches fondamentales de Fourier? Voilà, c'est des choses très importantes qu'il faut expliquer aux jeunes parce que il y a beaucoup de jeunes qui cherchent quelque chose d'utile et finalement dans la recherche se trouvent un peu, comment dire, ils ont l'impression que ce qu'ils font ça va servir à rien. Et c'est pour ça que c'est très important d'aider les jeunes à expliciter les intérêts de la recherche et aussi leur faire découvrir ces activités par des initiations à la recherche pour voir si c'est vraiment ce qu'ils aiment faire. Et tant qu'on ne fait pas d'initiation à la recherche pour les jeuns, ils ne sauront jamais si c'est ce qu'ils aiment et du coup ils se dirigeront que très rarement vers le métier de la recherche. La toute dernière intervention, parce que les chercheurs sont très très bons en endurance pour parler, et il est 21h, j'imagine que... Je vais juste rebondir sur le crédit d'impôt recherche, où j'étais pour le coup pas d'accord. Je trouve que c'est un excellent dispositif, ce statut jeune docteur. Ça permet déjà à un jeune chercheur qui aura envie de mettre le pied dans la porte de se valoriser. On parlait tout à l'heure de la comparaison avec les ingénieurs. C'est un argument aujourd'hui de dire je suis gratuit pendant 2 ans. C'est pas ça qui va tout faire, mais ça peut éveiller l'intérêt ou faire un aspect différenciant supplémentaire. Et à titre personnel, les sociétés qui recrutent des jeunes chercheurs, c'est pas uniquement pour faire un coût financier et de se dire ok, au bout de 2 ans je le vire, j'ai jamais vu ça. Alors peut-être que vous avez des mauvaises expériences, mais moi ça a plutôt été ok, je prends le risque entre guillemets humain, technique, sachant que le risque financier n'existe plus, je prends un chercheur et généralement il y a plutôt eu cette satisfaction de découvrir pour beaucoup des profils qu'ils ne connaissaient pas, de mettre le pied à l'étrier de la vraie recherche, d'avoir une méthodologie qui est différente de celle des ingénieurs.
et finalement derrière de constituer une R&D avec au bout de 2 ans la montée en puissance, et pas mal des jeunes chercheurs qui ont été recrutés sont devenus directeurs R&D ou responsables, sont rapidement montés en responsabilité parce qu'ils ont su prouver qu'ils étaient adaptables, qu'ils apportaient une vraie valeur. Et donc le but, c'était vraiment pas de les virer au bout de 2 ans, mais au contraire, il y a vraiment une évolution de carrière qui est totalement différente. Allez, la toute dernière, parce que vous avez le micro, et après on laissera la conclusion à Yves Gégaud. La plus courte possible. Finalement, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est face à une rencontre. On a le chercheur, docteur, doctorant et le potentiel recruteur de l'autre côté. Jeu de rencontre avec un jeu de séduction qui va avec. Si nous, en tant que chercheurs, on nous demande de travailler sur nous, de travailler sur nos acquis, sur nos compétences, de muscler notre jeu pour en fait réussir à convaincre qu'on peut apporter quelque chose à une entreprise, au recruteur peut-être d'aller vers l'inconnu, de ne pas céder à la peur de l'inconnu, c'est-à-dire à celle qui dit le chercheur, le docteur en sciences, en biologie, on voit à peu près ce que c'est. Mais un docteur en droit, un docteur en linguistique, un docteur en histoire moderne, qu'est-ce qu'il peut apporter à une entreprise? Et bien justement, cet inconnu, peut-être y aller, échanger avec ce docteur et voir si la séduction s'opère entre les deux, et donc participer au recrutement d'un docteur, d'un jeune docteur, d'un chercheur. Merci beaucoup pour cette toute dernière intervention. Je suis désolé, mais si vous voulez rajouter des choses, vous pouvez envoyer toutes vos propositions supplémentaires. On les rajoutera d'ici demain matin à contact@okdoc.fr. Promis, on les rajoute dans la synthèse. Et il faut vraiment qu'à un moment, les gens aillent dîner et se reposer. Et donc, on va laisser Yves Gégaud conclure. Yves Gégaud qui est associé d'OKDoc et président de ProFrance. Donc, il va peut-être nous dire comment les entreprises françaises voient les chercheurs. Vous voulez que je me mette par là? D'abord, je devais ouvrir le débat. Alors, conclure un débat que je n'ai pas suivi sur un sujet que je ne connais pas, je ne suis pas du tout issu du monde de la recherche, j'ai arrêté mes études 4 ans. Je suis ici parce que je suis associé à OKDoc et à cette aventure, que lorsqu'il y a de ma difficultés qui sont ceux des chercheurs, c'est au fond le marketing qui fait un peu défaut. C'est que globalement, la vision extérieure en fait un monde abscon, difficilement lisible, et où l'opinion publique a du mal à comprendre. Alors, je ne sais pas s'il faut un top chef des chercheurs, pour reprendre ce que vous disiez sur des émissions de télévision, mais quoique, quand on voit comment cette émission a transformé la vision qu'avait l'opinion du métier de cuisinier, qui, à l'époque où moi je faisais mes études, métier cuisinier, c'était pas le truc le plus attractif. Aujourd'hui, ça devient extrêmement attractif en raison notamment de ça. Je crois qu'il y a une vraie question de marketing et j'espère que des initiatives comme celle de la start-up OKDoc aideront aussi aux gens à se dire tiens, docteur, doctorant, chercheur, de quoi s'agit-il, à quoi servent-ils et comment peuvent-ils m'être utiles? Quand je dis maître, à moi chef d'entreprise, à moi élu, à moi responsable d'ONG sur ce sujet. Je pense qu'il y a d'ailleurs une opportunité de l'époque et au fond que dans ces temps difficiles, nous vivons une époque qui est assez formidable parce qu'elle impose un défi qui est celui de la transition, si on veut essayer de sauver la planète, et qu'il y a matière à recherche inépuisable. Et qu'au fond, les chercheurs qui travaillent sur les sujets de transition écologique sont la garde avancée du sauvetage de la planète. Peut-être devrait-il se faire mieux voir et plus valoriser sur ce sujet. Et que le choc technologique, la révolution technologique que nous vivons, qui est brutale, qui est déstabilisante, qui vient remettre en cause notre système économique, est aussi quelque part un atout qui permet aux gens qui sont les plus en pointe, les plus en réflexion, de se valoriser. Mais au-delà des intérêts et des enjeux de l'époque, je pense qu'on a un problème national. Et au fond, on est ici dans le grand débat, puisqu'on peut, jusqu'au 17 avril, je crois, apporter des contributions à ce grand débat. Je pense qu'on a un problème de cloisonnement dans notre pays. Les univers sont très cloisonnés et la recherche vit enfermée par des murs, des cloisons difficiles à casser pour que les différents secteurs que vous évoquiez, celui de l'entreprise et de la société civile, puissent mieux s'irriguer. Donc
la première réflexion, c'est comment casser, casser ces cloisonnements pour essayer de faire en sorte de libérer les choses. Je pense qu'on a un problème d'affectation des ressources, et la question de l'argent, elle est évidente, il n'y a pas besoin de le dire. Il y a quelques années, j'étais encore élu, les chercheurs étaient dans la rue sur ce sujet, et même s'ils ne sont plus aujourd'hui directement dans la rue, on sait bien que les choses ne sont pas forcément arrangées, et qu'on doit faire œuvre d'imagination, non pas d'imagination fiscale, pour faire remonter par le tuyau de l'État des moyens qui redescendent mal dans la poche de ceux à qui ils sont destinés, parce que l'État a des tuyaux percés, donc ça fuite partout, mais peut-être sur des moyens de financement, de cofinancement public. Je pense par exemple que les collectivités locales devraient être beaucoup plus associées au travail de recherche, que ça reste l'action noble de l'État dans toute sa souveraineté, alors qu'il y a dans nos 13 régions, dans nos 100 départements, dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, matière à valoriser, à créer des écosystèmes à l'échelon des territoires, ce qui était dit tout à l'heure sur les centres de transfert, qui sont tout à fait intéressants, mais la recherche est restée encore nationale, et entre les mains de l'État, et au fond, elle pourrait s'ouvrir beaucoup plus à l'action locale et au territoire pour réussir à mobiliser ces moyens. Et puis il y a sans doute beaucoup d'autres leviers d'imagination, de mobilisation de moyens avec le monde de l'entreprise. Je crois qu'il y a un vrai travail d'explication de ce qu'un chercheur peut apporter à une entreprise. Un chef d'entreprise, je le suis aujourd'hui depuis quelques mois, on voit bien ce qu'un ingénieur peut nous apporter dans nos problématiques quotidiennes, mais au fond, personne n'est venu expliquer ce qu'un chercheur pouvait peut-être apporter plus en amont des dispositifs ou des réflexions sur ce sujet. Voilà, je ne veux pas refaire le débat parce que je le ferai beaucoup moins bien, je ne veux pas être trop long parce que Yann Maël a d'ores et déjà dit qu'il fallait que je sois court et que j'ai le sentiment de ne pas totalement respecter sa consigne. C'est un débat passionnant, c'est un débat que la société a relativement peu. Bizarrement, il y a des débats qui ne montent pas comme ça sur ce sujet. Je crois que c'est aussi au monde de la recherche à trouver les moyens de s'unir, de mieux se marketer, de se faire voir. Et si modestement ce que je participe à soutenir à travers OKDoc peut le faire, ben je crois qu'on fera avancer les choses, y compris pour qu'il y ait une nouvelle génération qui a envie de devenir chercheur, et que quand on a 6 ou 7 ans, on dise pas seulement qu'on veut être pompier ou vétérinaire, mais peut-être chercheur, ce sera qu'on aura réussi, que vous aurez réussi ce pari. Et on peut l'espérer. En tout cas, merci à ceux qui ont organisé ce débat, et pardon d'être arrivé si tard, mais la vie des entreprises a quelques obligations qu'on ne peut pas forcément maîtriser au dernier moment. Et merci à tous pour vos contributions. Très bonne soirée. Super. Merci.